Où est-ce que tu apprends, toi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? À l'école, évidemment. Non, chez toi, je veux dire, tu t'installes où? Bah, ça dépend. Dans ma chambre ou parfois à la cuisine, quand je le fais avec ma sœur. Et toi? Bah, moi où je peux. Chez moi, c'est difficile. On n'a pas assez de place. Et puis parfois, je vais à l'étude du centre social. Tu veux dire qu'il faut bouger les cadres pour bien apprendre? L'espace modèle-t-il nos pratiques? C'est circulaire. L'espace affecte les pratiques qui, elles-mêmes, affectent l'espace. On ne peut pas en faire abstraction. Le lieu fait aussi le lien. Il est impossible de rentrer chez les gens pour observer les espaces d'apprentissage des enfants, leur chambre, mais le plus souvent un coin de table, devant la télé. Les centres sociaux ont répondu à ce problème par la mise à disposition de salles. Ne pas avoir d'espace personnel pour apprendre, c'est un handicap pour de nombreux enfants. Oui, l'espace contraint, mais on peut aussi jouer avec ces contraintes. Sauf que dans le labo, ta cafetière, tu la mets pas n'importe où. Oui. Et puis toi, sans ton café, tu ne peux pas penser. Dans son ouvrage « Psychologie sociale de l'environnement », publié en 1997, Gustav Nicolas Fischer traite des relations entre l'espace et le comportement humain. Deux résultats retiennent notre attention. L'homme organise et produit son milieu en fonction de multiples facteurs d'apprentissage et en raison de la prégnance d'un ensemble de normes sociales. Tout espace aménagé comporte des caractéristiques matérielles et fonctionnelles qui répondent de manière plus ou moins satisfaisante aux besoins des groupes qui l'abritent. Bon, il y a 3 espaces en intersection. L'espace pensé par l'architecte, l'espace perçu et l'espace habité par ses habitants. Quelles que soient les contraintes, on peut apprivoiser le lieu pour être bien. Comme l'espace n'est pas figé, c'est justement ça qui rend l'espace créatif. On a le pouvoir d'être bien. Oui, c'est ça. On a le pouvoir d'être bien. Et en faire un chez-soi. Ce triptyque, conçu, perçu, vécu, il ouvre le champ des possibles. Il peut être le théâtre de lutte et de contestation. Dans l'article intitulé « La production de l'espace », publié dans la revue L'Homme et la Société en 1974, Henri Lefebvre théorise les notions d'espace conçu, perçu et vécu. Il y a l'espace conçu, celui des savants, des planificateurs, des urbanistes, des technocrates, découpeurs et agenceurs, identifiant le vécu et le perçu au conçu. C'est l'espace dominant dans une société. Il y a l'espace perçu, à savoir la réalité et la pratique spatiale quotidienne dans un rapport au temps. Il y a l'espace vécu, à travers les images et les symboles qui l'accompagnent, par l'intermédiaire des habitants, des usagers. C'est l'espace dominé et subi que l'imagination tente de s'approprier et de modifier. Mais avec Merleau-Ponty, c'est le corps qui est l'instrument de perception de l'espace. Le corps et l'espace sont dans un rapport de co-construction. C'est contre-intuitif. En fait, quand on regarde l'espace, eh bien, on interroge ses propres perceptions. Ben oui, quand tu reviens dans la cour de récréation de ton enfance, avec ton corps d'adulte, tu l'aperçois minuscule. Merleau-Ponty, dans son ouvrage « Phénoménologie de la perception » paru en 1976, pose comme originaire l'étude de la perception. Le corps n'est pas seulement une chose qui serait un objet potentiel d'étude pour les sciences, il est une condition permanente de l'expérience parce qu'il constitue l'ouverture perceptive au monde et à son investissement. C'est le corps qui donne sens à son entourage. Mais pour Lefebvre, l'espace est un objet extérieur, alors que pour Merleau-Ponty, c'est une perception de soi. Oui, et troisième voie, pour Moll et Romer, il y a la bulle subjective entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et les autres. Oui, entre moi et les autres. Ben oui, c'est aussi par les autres que l'espace prend vie.
Dans Psychologie de l'espace, paru en 1998 d'Abraham Moll et Elisabeth Romer, l'organisation de notre espace résulte de l'image que nous nous en faisons. Nous nous l'approprions, tantôt comme un point d'attache duquel nous pouvons partir, tantôt comme un volume à partager et donc à répartir. Il y a le subjectif, celui de l'évidence sensible, de la perception immédiate, une phénoménologie de l'espace, espace vécu, impondérable, partant du lieu de mon corps pris comme centre, ici et maintenant, déterminant le proche et le lointain. Il y a l'objectif, celui de Descartes, du mathématicien, l'espace abstrait, géométrique, mesurable avec ses coordonnées, topologie de discontinuité, un espace que l'homme n'habite pas. Il y a des espaces centrifuges. Qui éloignent du centre. Par exemple, le tableau dans la classe, Et il y a des espaces centripètes. qui rapproche du centre. Oui, le canapé dans la salle des profs. Mais il y a aussi d'autres espaces, les espaces cartésiens, où il n'y a pas de centre. Où il y a des espaces à construire ensemble. Oui, être, c'est être ensemble. Dans la conception phénoménologique de l'espace, c'est la représentation que nous nous forgeons qui compte. Elle détermine une plus ou moins grande distance qui nous sépare des autres. Et la question, c'est quel espace je peux supporter entre moi et les autres. Et ça dépend de la société, de la culture, et puis évidemment de l'histoire. L'ouvrage de 1966 d'Edward T. Hall, La dimension cachée, s'intéresse à l'espace social et personnel et à sa perception par l'homme. L'espace sociopète définit l'espace organisé, favorisant la communication entre les sujets. L'espace sociofuge définit au contraire l'espace favorisant l'isolement, le recueillement. Dans Psychologie et environnement, paru en 1980, Claude Lévy-Leboyer décrit par quel processus l'homme évalue son espace. La perception des caractéristiques physiques de l'environnement est inséparable de l'évaluation affective, esthétique, normative, sociale et culturelle de celui-ci, y compris par le corps. Très bien, mais dans les faits, c'est quoi notre école? L'architecture scolaire a été impactée par des lois concernant l'éducation et les territoires depuis le début du XIXe siècle. C'est un parc immobilier influencé par un ensemble de réformes successives. L'école fournit un espace commun d'apprentissage. C'est l'une des premières instructions du XIXe siècle. L'école devient un bien commun, un lieu de partage, de savoir, mais aussi de valeurs. Oui, mais quelle valeur? L'État s'est préoccupé de fournir et d'encadrer pédagogiquement les conditions de travail des élèves et des enseignants. Sous Jules Ferry, un guide des recommandations architecturales a été réalisé. Il a été à l'origine du mobilier adapté aux tailles et aux âges des enfants. La commission d'hygiène des écoles, créée en 1882, rend des conclusions sous la forme d'un mémorandum ne contenant pas moins de 154 articles. Un véritable code de l'hygiène scolaire. Bien respirer. Bien voir. Bien entendre. Et se déplacer, souvent et aisément. Bernard Toulier, dans son article « L'architecture scolaire au XIXe siècle », paru à Histoire de l'éducation en 1982, fait état des recommandations qui ont guidé les constructions des écoles primaires au XIXe siècle. Le code de l'hygiène scolaire recouvre la propreté dans l'école, son emplacement et son orientation, l'aération et la phonation, l'alimentation et le sommeil, le travail, le repos et les vacances, la médecine des écoles, les bâtiments et le mobilier. C'est un contrôle des corps et des esprits dans l'espace. En 1973, la
circulaire d'égout précise la nécessité d'une construction modulaire. La nécessité d'une conception modulable du bâtiment, favorisant l'individualisation de l'enseignement, la pédagogie de soutien, le travail en équipe, le décloisonnement des classes et des disciplines, ainsi que l'ouverture sur le monde extérieur, souplesse et flexibilité qui permettent aux enseignants et aux élèves de réorganiser leur environnement comme cela leur paraît souhaitable. Oui, mais avec le collège unique par la loi Abi en 1975, il a fallu construire en masse. Et le modulaire est mort de sa belle mort. Pourtant, la circulaire de 1973 reste très contemporaine dans son approche. L'espace scolaire pensé comme espace d'efficacité s'est généralisé dans le monde entier. Dans cet espace, l'enseignant est le point de focalisation. En effet, selon Moulin, il y a des places stratégiques pour l'enseignant dans sa classe, de façon à gérer l'agitation ou les comportements de certains élèves, devant le tableau ou au centre. Oui, se placer au fond de la classe pour surveiller, ou bien placer un élève devant, un élève turbulent, ou bien se mettre bien en vue de manière à énoncer une consigne. Oui, l'enseignant est pensé comme le seul maître des déplacements dans sa classe, et donc il règne sur son territoire classe. La proximité du maître entraîne toujours pour l'élève une charge affective forte. L'activité de l'élève peut être ainsi stimulée, mais elle peut aussi être inhibée. Il existe d'autres stratégies d'utilisation de l'espace proche sans qu'il soit nécessaire pour l'enseignant de se déplacer et sans donner l'impression d'une intrusion forcée sur ce territoire personnel de l'élève. Il existe des emplacements privilégiés, à la porte lors de la rentrée des élèves, au tableau, au centre de la classe. L'enseignant exploite les élèves en sacralisant son territoire. Sauf qu'à vouloir tout maîtriser, on fait émerger des ruses adaptatives de la part des élèves. Le territoire sacré, il a intérêt à s'ouvrir. Il y a des arts de fer qu'on pourrait mobiliser, non? Plutôt que miser sur le conflit, misons sur le partage. Oui, la vie, c'est le mouvement. Et on cloue les élèves à leur chaise. Offrons aux élèves la possibilité de cohabiter et de partager tout l'espace. Toi, on voit bien que tu n'as jamais enseigné avec 30 élèves dans un espace clos. Mais beaucoup d'autres options existent. Parfois, les espaces sacralisés n'existent plus et alors le noyau et les règles d'action de l'enseignant sont à redéfinir. J'aime bien le nouveau CDI. Il y a des coins de travail à plusieurs. Et parfois on y va avec les profs. Dans mon collège aussi, il y a des îlots. Tu peux être seul ou par terre. On peut toujours penser que changer les espaces scolaires répond à un effet de mode. Il y en a eu beaucoup. Peut-être, mais pourtant, on sait mesurer l'espace, l'impact du comportement des élèves et des enseignants lorsque l'espace est prévu pour favoriser cette mobilité. Prenons par exemple le coefficient de mobilité de Janin, 2017, ou la mesure de la mobilité empêchée de Sarade, 2018. Les nuages de points représentent les différents déplacements d'un enseignant dans une salle de type autobus. En même temps, il n'est pas étonnant de constater que les élèves ne bougent pas lorsque la classe est prévue pour qu'ils ne bougent pas. C'est la métaphore de la chaise. La question est de savoir si cela change quelque chose aux apprentissages quand ils peuvent se déplacer. Janssen et son équipe comparent les effets de 4 types de pauses sur l'attention des enfants, soit 15 minutes sans pause, soit une pause sans activité physique, soit une pause avec activité physique modérée, soit une pause avec activité physique intense. Le niveau optimal d'attention a été observé après l'activité modérée. Et pour la position debout ? Des enfants âgés de 14-15 ans apprennent mieux debout, selon Meta. Cet article propose une revue de littérature sur la relation entre exercice physique et performance chez les enfants et chez les jeunes adultes. Il décrit 2 types de mécanismes, l'un physiologique qui augmente le flux sanguin et provoque des changements dans la structure du système nerveux,
et l'autre en rapport avec l'apprentissage et le développement qui stimule le développement cognitif. L'activité physique a un impact positif sur le cognitif, peu importe le type d'activité. Les bénéfices les plus importants sont observés chez les enfants et les jeunes en âge d'aller au collège, mais ils ne sont pas significatifs au lycée, selon Sibley. L'école, c'est aussi les conditions de vie à l'école. L'air qu'on respire, les odeurs, la lumière, le bruit. Et on a pu montrer que le bruit avait une incidence concrète sur les résultats scolaires. Oui, quand tu soliloques au labo, c'est insupportable. Je ne peux pas me concentrer. Quand tu chantes, c'est pire encore. Oui, ou les résidus chimiques et la pollution. Oui, mais ce n'est pas parce que cela ne se voit pas que cela n'a pas d'impact. Les conditions d'hygiène sont une véritable préoccupation qui n'a fait l'objet d'aucune attention. C'est pourtant un bon indicateur du climat de bien-être dans un établissement. De nombreuses recherches démontrent que des caractéristiques physiques ont une influence sur le comportement. Et pourtant, elles sont très peu traitées dans nos écoles. Finalement, dans ton nouveau collège, tu t'y sens bien? Ça dépend. J'ai perdu mes copains, 1 ou 2, 3 profs, mais il n'y a pas beaucoup de monde. C'est agréable. Est-ce que l'enseignement est plus efficace lorsque l'environnement n'est pas anxiogène? La recherche pense le sentiment de bien-être. Est-ce que le bonheur peut se quantifier? Et se corréler à la réussite scolaire. Le sentiment de bonheur n'est pas toujours complètement corrélé à des conditions matérielles et ne va pas forcément de pair avec la réussite d'un parcours. Oui, mais lorsque le sentiment de sécurité est haut, c'est beaucoup plus facile de baisser sa garde. Et la peur, la crainte, le sentiment d'anxiété ne font pas bon ménage avec les apprentissages. Et si toutes les écoles travaillaient aussi au bien-être de tous, élèves et adultes? L'étude d'Hubert en France ou celle de Gutmann et de Feinstein au Royaume-Uni montrent que le climat scolaire varie d'un établissement à un autre. Oui, mais que cet effet est relativement peu important comparé à l'impact des variables sur les élèves. Oui, d'accord, mais dans ces études, l'architecture scolaire est très proche et n'était pas questionnée. En effet, un autre espace-temps doit être pris en compte aujourd'hui. Peut-être la fin de l'école, au moins la fin d'une école. Il est grand temps de reposer la question de l'architecture scolaire nouvelle ou en devenir. Comment l'architecture, l'aménagement et les conditions d'exercice de chacun influencent-ils les performances et le bien-être? On ne peut pas oublier l'impact des relations avec les enseignants et les pairs. Oui, la question du savoir-relation. Plusieurs travaux montrent que la relation avec l'enseignant est un facteur prégnant du bien-être perçu par les élèves. Liu et ses collègues confirment que le degré de soutien des enseignants et celui des pairs perçus par les élèves sont 2 facteurs essentiels pour leur satisfaction scolaire. Toutefois, le soutien par les enseignants est plus déterminant à l'école primaire qu'au collège, et les relations avec les pairs jouent un rôle plus important au collège qu'à l'école primaire. Tous les adultes de l'école sont déterminants dans la qualité de vie de l'élève. D'où l'importance d'une architecture perçue par tous les acteurs de l'école qui augmente leur bien-être et leur sentiment d'appartenance à une même communauté. Pour se sentir en appétence pour apprendre, il faut trouver une forme où le corps et l'esprit dialoguent pour habiter le monde, un peu autrement. Le laboratoire Bonheur propose des ingénieries du bien-être à l'école qui articulent architecture et relations. Archiscola, concours d'idées pour imaginer l'école de demain. La journée des petits bonheurs pour penser des dispositifs de bien-être. La labellisation des écoles du bonheur pour promouvoir le bonheur d'apprendre. Et l'université des artistes pour apprendre par la chanson et le sensible.
habiter le monde, faut partager le monde, pour partager le monde, faut transformer le monde. Les gens ne savent pas ce qu'ils savent et personne n'éduque détruit. Ils ont cru avoir le pouvoir et personne n'éduque aussi. Ton plan de carrière est tracé, petit reste à ta place. Ton argent de poche est placé, petit reste à ta place. Mais savoir, pouvoir et contrôle, peu de bonheur à l'horizon. Il suffit d'ouvrir vos écoles, vous fermerez des prisons, avalées par l'espace au fond d'un entonnoir. Et dans ton plan de classe qui finit dans le couloir, pour habiter le monde, faut partager le monde, partager le monde, pour transformer le monde. Les gens savent bien ce qu'ils savent, si on ouvre le champ des possibles, personne ne reste à sa place. Chacun trouve la sienne aussi, ta parole est écoutée, petit choisis ta voie. Mon chemin n'est pas tracé, petit choisis ta voie. Et si c'est le lieu qui fait le lien, on a le pouvoir d'être bien. Prends ta puissance d'agir, devenir c'est s'affranchir. Faut miser sur le bonheur, pas de savoir sans erreur. Faut parier sur le bonheur, pas de savoir sans erreur. Pour habiter le monde, faut partager le monde, partager le monde, faut transformer le monde. Pour habiter le monde, faut partager le monde, partager le monde, faut transformer le monde. Pour habiter le monde, faut miser sur le bonheur. Pour habiter le monde, faut parier sur le bonheur. Pour habiter le monde. Le laboratoire Bonheur, c'est l'acronyme de bien-être, organisation, numérique, habitabilité, éducation, universalité, relations, savoir. A le plaisir de vous avoir présenté ce spectacle Habiter le monde par l'école. Nous remercions d'abord l'Université de Cergy-Pontoise et la Fondation de l'UCP qui nous permet d'ouvrir une manière inédite de présenter des savoirs, nos spectacles recherche. Et nous remercions chaleureusement la DGESCO pour nous avoir ouvert la Gaîté Lyrique pour vous présenter ce spectacle, et particulièrement Isabelle Robin, Martine Duverger et Barbara Basoli pour cet accueil. Merci.